Bonjour, je m'appelle Félicity et bienvenue à Vivant Visible, le podcast accessible, le nouveau balado de la KEPS. Alors, premièrement, qui est la KEPS? La KEPS, c'est l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au postsecondaire. Nous sommes un organisme à but non lucratif fondé en 1991 par et pour des personnes étudiantes en situation de handicap. Notre mission est de soutenir les PESH, c'est-à-dire les personnes étudiantes en situation de handicap, en promouvant leurs droits à l'équité et l'inclusion. Et moi, c'est Félicity Spence. Je suis chargée de projet à la KEPS depuis 1 an. Avant, j'ai travaillé pendant plusieurs années en enseignement. Je suis passionnée par l'éducation et par l'accès à l'éducation. J'adore apprendre, essayer de mieux comprendre la vie, la société. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai ce qu'on appelle une curiosité sans fin. Vivant Visible, c'est une opportunité de parler de toutes sortes de choses en lien avec la communauté des personnes étudiantes en situation de handicap. C'est une place pour partager vos expériences dans le but de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de découvrir de nouvelles choses. Pour débuter ce balado, on s'est dit, qui mieux interviewer que le directeur général de la KEPS, Stéphane Brainy. Stéphane Brainy est le directeur général de la KEPS depuis 2022. Lui-même un étudiant en situation de handicap, il complète présentement un DESS en gouvernance des technologies de l'information à l'Université TELUC. Précédemment, Stéphane a fait son bac en administration des affaires à la même université. Avant de travailler à la KEPS, Stéphane a été consultant en management dans sa propre firme Brainy et Associés. Il a été aussi conseiller municipal à La Chute pendant 8 ans. Depuis 1995, il est un conférencier motivateur recherché. Stéphane est devenu tétraplégique suite à un accident de plongeon en 1994 à l'âge de 27 ans. Il lutte depuis longtemps pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu de l'éducation et dans toutes les sphères de la vie. Allô, Stéphane! Salut, Félicity! Ça va? On se voit enfin pour une On première se voit fois live. enfin en vrai, là. Puis, ouais, c'est la grosse journée. On se rencontre après presque 1 an qu'on travaille ensemble. Oui, ça fait presque 1 an. Puis vraiment, c'est... Ouais, je suis vraiment contente qu'enfin ça se passe. Puis en plus, on fait ça chez nous, à La Chute, Ouais. dans un resto-bar. C'est vraiment, vraiment cool. Là. Bien content de te rencontrer là, en présentiel. Le virtuel, c'est le fun, là, mais ça vaut pas le présentiel pour moi. Là. Ouais. Puis c'est drôle parce que comme quand on voit quelqu'un à l'écran, tu sais, on sait pas comme quelle taille il mesure. Là, on dirait que je fais 6 pieds 5. C'est ça. Pourtant, non. Je faisais 5 pieds 8 et demi. Là, je fais 54 pouces. Puis, c'est ça, on débute ce projet, le balado de la KEPS, parce qu'on en parle depuis un bout. Il me semble depuis que j'ai commencé à la KEPS, on parle de ça. Oh oui, on en parlait même avant. Depuis 2022, on en parle là, de faire un balado. Puis enfin, on tourne le premier là. Ouais. Ça se passe. C'est comme là. ça commence, puis tout est possible. Il y a plein de choses là, qui arrivent là, à la KEPS. Ouais, le site web et le balado. Le site web, le balado. On s'est doté d'un plan stratégique. Ouais. C'est fabuleux. Ouais. Donc on est content. Oui, on est heureux. Alors là, je pensais comme on pourrait te présenter à nos publics, là, les membres de la KEPS et toute autre personne qui vont écouter ce podcast. Donc, toi, tu es à la KEPS depuis un peu plus qu'1 an. 1 an et demi. Oui. Alors, comment ça se fait que tu as découvert la KEPS, comme que tu travailles pour eux, pour nous? C'est un hasard. Ouais. Je suis retourné aux études en 2019. OK. J'ai fait mon bac en administration des affaires de 2000 à 2005. Puis, comme j'avais commencé à avoir des contrats, j'avais prévu aller à la maîtrise après, mais finalement, la vie a fait en sorte que j'ai commencé à avoir des petits mandats, fait que j'ai ouvert mon cabinet. Mm-hmm. Puis, je suis devenu consultant en management. Puis, j'ai fait ça durant 13 ans. Puis, à un moment donné, j'avais moins de contrats. Fait que je me suis dit,
c'est peut-être un signe que la vie m'envoie là, que c'est le temps de retourner puis d'aller vers le deuxième cycle. Fait que j'ai commencé à la maîtrise en informatique. OK. Puis finalement, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Là. Les technologies de l'information pure et dure, là, je voulais pas devenir programmeur. OK. Fait que finalement, il y a un programme qui s'appelle la gouvernance des technologies de l'information. Fait qu'on m'a redirigé vers ça. Fait que c'est là-dedans que j'étudie. Puis en 2022, ben, l'aide financière aux études m'ont dit, ben là, on peut plus te soutenir, ça fait trop longtemps que tu étudies au deuxième cycle. Fait que malgré une demande de révision, puis tout ça, bon, j'ai pas pu recevoir de montant, mais il faut continuer à manger, se loger, puis vivre, même si on est aux études, hein, puis une situation de handicap, ben, ça apporte des coûts supplémentaires. Oui, c'est ça. Fait que, ce qui a fait qu'il fallait que je me trouve un emploi, mais comme je voulais poursuivre mes études, je cherchais un emploi à temps partiel. OK. Fait que c'est mon conseiller au soutien aux étudiants en situation de handicap qui m'a transféré l'offre d'emploi de la KIEPS qui cherchait un chargé de projet. OK. Avec 15-20 heures semaine. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis finalement, ben, d'une chose à l'autre, le directeur général voulait quitter. Fait que j'ai pris sa place là, à son départ. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert la KIEPS en 2022. Puis je suis en fauteuil roulant depuis 1994. Donc, je pense qu'on a du travail à faire découvrir la KIEPS. Oui, c'est pour ça que les balados, là, gênez-vous pas pour le diffuser, le rediffuser, le partager. Envoyez-le partout. Il faut faire connaître la KIEPS. On est là pour les étudiants en situation de handicap au poste secondaire. Puis c'est super important que vous communiquiez avec nous autres pour qu'on puisse être à votre service. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la direction générale. Sinon, je serais resté comme chargé de projet. Mais la chose qu'on remarque, plus on avance, plus on remarque comme il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses encore à améliorer pour les étudiants, les personnes étudiantes en situation de handicap. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est comme, toi, c'est intéressant parce que ben, là, tu travailles pour nous, tu as une expérience de travail, mais tu es aux études. Donc, tu as déjà remarqué les lacunes, les problèmes dans les universités, dans les cégeps, pour les étudiants en post-secondaire. En situation de handicap. Alors, je ne sais pas si tu peux partager une de tes histoires de le pire problème que tu as jamais eu. Oui, bon, on parle le pire problème que j'ai jamais eu. J'ai commencé à étudier en 2000 à la TELUC, justement parce que c'est une université à distance. Fait que pour moi, c'était parfait. Là, je pouvais étudier à la maison. Avec mon système informatique, qu'à l'époque, le gouvernement a payé. Aujourd'hui, ce programme n'existe plus. Le gouvernement ne paye plus les études. Il paye ton premier système informatique, mais si tu en as besoin d'un deuxième, il ne fournit plus, là. Même si, tu sais, ça fait 20 ans plus tard, tu retournes aux études, OK, ils ont coché, OK, Stéphane a eu le droit à son ordi, c'est fini. C'est fini, ça, il n'y a plus le droit, là. Fait qu'on change. Oh là là. Arrange-toi avec ça, fait que c'est ça, c'est des coûts supplémentaires. Mais moi, le pire problème que j'ai eu, ça a été au niveau des examens. Les examens sous surveillance. Oui, j'avais une surveillance privée. Oui, il fallait que je trouve quelqu'un pour m'accompagner, mais il fallait que j'explique à cette personne-là comment écrire l'examen. Fait que moi, j'ai demandé au début, ben, c'est possible que j'ai un ordinateur, que je puisse utiliser mon bâton puis interagir avec le clavier pour écrire mes réponses. Même si quelqu'un me supervise, j'ai pas de problème avec ça, là. Mais au moins le faire moi-même, c'est faire écrire quelqu'un, puis corriger ce que cette personne a écrit, ça devenait complexe. Fait que durant les 5 années, j'ai demandé ça, puis ils n'ont jamais pu me fournir ça. Ça va avoir pris une pandémie avec des millions de morts sur la planète pour qu'on en arrive en 2020 à avoir une table ronde avec l'université pour discuter d'examens en ligne. Aujourd'hui, c'est offert à tout le monde, là. Oui, c'est ça. Fait que n'importe quel étudiant, handicap ou non, peut faire un examen en ligne. Ce qui aurait pu se faire il y a 20 ans passés, là. Fait que, heureusement, là, bon, malheureusement, mais heureusement, la pandémie a eu un côté positif. Fait que ça, c'est un exemple. Puis pour être plus concret dans mon exemple, il y a un cours que j'ai suivi qui s'appelle l'administration financière 1, pour lequel j'ai eu pour mes 3 travaux 45,5 sur 50. Quand j'ai fait l'examen, la personne qui m'accompagnait avait beau avoir tout le vouloir possible, mais écrit des formules sur la valeur actualisée nette, là, ça mesure 23 pieds de long.
Il y a des X, des Y, des 2 en haut, des 2 en Je bas. peux pas imaginer. Là. Fait que pour l'examen, je me suis tapé un 10,5 sur 50 parce que j'ai pas que je comprenais pas la matière. Non, mais c'était comme tu étais rendu étudiant et prof en même temps, prof pour expliquer à la personne comment écrire les formules. Oh là là. Alors que si je l'avais fait moi-même, j'aurais probablement une note un peu mieux. Mais là, pour tes examens, là, pour la maîtrise, je pense que tu as terminé tous tes cours, travaux, là, mais tu peux comme tout faire en ligne. Ça a changé un petit peu, là, mais il y a encore de l'amélioration à faire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est surtout au niveau des soutiens. Les LUQ sont très ouverts, puis c'est une université qui est là depuis 72, qui offre des cours à distance. Fait qu'on s'entend que pour eux autres, les accommodements, handicapés ou non, ils en font depuis longtemps. Fait que mais je réalise, depuis que je suis à la KIEPS, qu'il y a une disparité entre les centres d'études, que ce soit au postsecondaire, que ce soit au niveau professionnel, collégial ou universitaire. Il y a une différence entre les centres de services, là. Ça n'a aucun bon sens. Ça devrait être équitable partout. Ouais. Tout le monde devrait avoir accès aux mêmes accommodements. Puis je comprends pas pourquoi c'est pas comme ça que le gouvernement fait pas en sorte que tout le monde offre les mêmes services. Ouais, puis ait le même financement pour leurs services. Mais là, on commence le projet de recherche pour évaluer tous les établissements postsecondaires du Québec pour comparer. Avec l'UQAM. Oui, exact. Pour comparer les services. Puis déjà, on remarque, on a juste commencé, là, on regarde juste les sites Internet des universités, puis on voit des différences dans l'accès à l'information dès l'entrée, que c'est pas équitable. Hein. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est ça. La KIEP, ça a sa raison d'être. Donc, là, je veux comme parler de ton expérience au travail. Après tes études, après ton bac, que tu as terminé en 2005, là, tu étais sur le marché de travail, donc tu t'es dit, je vais trouver un travail. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Oui, mon idée, c'était pas de devenir travailleur autonome. Ouais. C'était pas de créer mon entreprise. Okay. Mon idée, moi, c'était de travailler pour une autre entreprise, là. Je voulais pas devenir un entrepreneur nécessairement. Là. Je ne dis pas que j'ai haï ça, là, sinon je ne l'aurais pas fait 13 ans. Mais j'ai fait des applications un peu partout. La réalité, c'est que quand tu parles de ton handicap, surtout d'un handicap comme le mien, là, paralysé des 4 membres, il y a quelqu'un qui m'accompagne. Si vous m'embauchez, il y a quelqu'un qui vient me porter au bureau, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Quelqu'un doit être là pour me faire manger, pour mes besoins de base. Fait que ça, là, il y a plein de fois où, quand ils voyaient mon CV, parce que j'ai eu une vie avant l'accident aussi, j'avais une certaine expertise. Là, rendu à 27 ans, j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans. Fait que ça faisait 14 ans que j'étais sur le marché du travail. Fait que j'avais fait plusieurs choses. Là. Fait que, quand ils voyaient mon CV, j'avais des appels. Puis aussitôt que je parlais de mon handicap, là, soit il y avait c'est pas accessible, ou on va vous rappeler, on va vérifier. Finalement, j'ai même appliqué au gouvernement fédéral et provincial des processus qui ont duré 1 an. OK, comme les tests. En 2002, oui, c'est ça, j'ai essayé ça. Puis ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais eu d'appel. Puis en 2020, j'ai réessayé ça. J'ai fait des processus qui ont duré là aussi 1 an. Puis je suis dans des bassins depuis 2021. Fait que j'ai jamais eu d'appel là non plus. Puis le gouvernement fait des annonces. Nous embauchons, nous recrutons. Nous donnons la chance aux personnes en situation de handicap. Je ne sais pas où ils donnent la chance, là, mais c'est comme, en 20 ans, il n'y a rien qui a évolué, là. On dirait que c'est ça, ils veulent, mais dans le concret, on dirait que ça se passe. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ou ça paraît bien, il manque encore comme de savoir-faire, de comment embaucher ou inclure quelqu'un comme dans ta situation au travail. Il n'y a pas de promotion qui se fait non plus sur les services qui sont offerts aux entreprises. C'est ça, oui. Tu sais, par exemple, moi, je suis admissible à un contrat d'intégration au travail qui est offert par Service Québec. Mon salaire est subventionné à 75 %. Puis s'ils ont besoin de travailler sur mon bureau, toutes les adaptations sont payées par le gouvernement. Tu sais, c'est des programmes qui sont pas connus, ça. Mais... Puis, tu sais, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la KIEPS
parce que le directeur était lui-même une personne en situation de handicap. Ouais, c'est ça. Quand tu m'as raconté ça, j'étais comme, hein? Oui, Parce que tu m'avais dit, peut-être j'aurais pas eu la job exact. si lui-même il était pas Oui. tétraplégique. Oui, Ouais, ben c'est parce que tu sais la mission de la KEPS, tu sais, on travaille pour les droits des étudiants en situation de handicap. On remarque qu'il y a encore du travail à faire parce que on dirait qu'il manque, pour moi, il manque de savoir, d'éducation. C'est pas ça le mot, mais comme éducation, sensibilisation. Parce que les gens juste ils savent pas parce que je sais pas, ils ont jamais rencontré quelqu'un. Exact. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de demander, mais de quoi tu as besoin? Toi, Exact. tu connais ta situation. Est-ce que tu peux faire le travail? Oui, non. Puis juste, on dirait qu'ils sont bloqués juste à « Ah non, on peut pas. » Oui, c'est malheureusement un manque de sensibilisation sur le fait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre partout. Tout le monde est en train de virer fou avec ça. Ouais. Puis pourtant, on représente 6,6 % de main-d'œuvre disponible. Fait que tu sais, c'est quand même beaucoup de personnes, là. Ben, c'est ça comme... l'autre jour, j'ai découvert le site Institut de la statistique du Québec. Oui. Je tripe de plus en plus sur les statistiques. C'est mon nouveau truc. Puis j'ai lu... En 2017, on estime qu'il y avait au Québec environ 100 100 personnes inactives, non étudiantes, âgées de 15 à 64 ans, ayant au moins une incapacité qui était apte au travail. Oui. Et, un gros bassin, c'est 1,1 million. Qu'on est apte au travail. Puis les seules places où on peut être embauché, c'est dans des entreprises de travail adapté ou dans des associations de promotion puis de défense de droits collectifs des étudiants en situation de handicap. Ouais. Il y a un problème de société, non, là. C'est ça. C'est pour ça qu'on déborde un peu de notre cadre, là, qui est les études au niveau post-secondaire, parce que les membres qu'on représente, ils s'en vont au travail après leurs études. Exact. Après le post-secondaire, tu fais quoi? Tu vas travailler. Fait que si on ne travaille pas aussi sur le résultat qui est le travail, ben on peut pas, ça ne donne rien de travailler sur les études. Ben c'est ça. Puis on dirait que à la KEPS, on essaie de faire les deux. On participe au projet WORB, qui est un projet pour coacher du monde en situation de handicap. Qui pourrait intégrer des postes chez Poste Canada, partout à la grandeur du pays. Oui, c'est ça. Mais on se disait dans les conversations avec l'équipe WORB, souvent les personnes en situation de handicap ont tellement d'éducation, des maîtrises, des doctorats, mais une fois sur le marché de travail, c'est difficile. Oui. Puis, effectivement. Donc, tu sais, je le regarde. Moi, j'ai appliqué sur plusieurs postes au fil des 20 quelques dernières années. Puis j'ai même appliqué sur un poste d'adjoint administratif, puis je dénigre pas ça. Là, Marie fait un super boulot. Mais Marie, Marie a une maîtrise, puis elle fait un travail d'adjointe administrative. Puis moi, je ne suis pas gêné de l'embaucher, là. Au contraire, elle est super efficace. Moi, là, j'ai appliqué sur un poste d'adjoint administratif, puis la personne m'a répondu « Ah, t'es bien trop qualifié pour faire ça. » C'est parce que si j'applique dessus, ça m'intéresse de travailler, puis peut-être que j'aimerais intégrer votre entreprise. Ah, mais non, on peut pas. Ah, OK, bon. Façon polie de dire ton handicap est dérangeant. Ben, c'est triste que c'est encore comme ça en 2023, mais je me dis, tu sais, peut-être avec ce balado, ben tout ce qu'on fait, ça peut aider pour améliorer la situation. Puis pour moi, ancienne enseignante, là, pour moi, c'est l'éducation. Plus on parle des choses, mieux ça va être. Puis peut-être ça va être une conversation à la fois. Exactement. Même si c'est long, là. Un sujet à la fois, un pas à la fois. Puis une pandémie à la fois pour avoir des examens. On n'en souhaitera pas trop, là, des pandémies, là, mais on va souhaiter plutôt là, que ça aille bien puis qu'on puisse faire comprendre aux autorités l'importance de faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient la même équité que tout le monde ou les mêmes chances que tout le monde. Oui, puis c'est ça où je remarque qu'il y a encore quelque chose à comprendre. De comprendre les accommodements, l'accessibilité, comment rendre le monde accessible.
et que c'est pas si compliqué que ça. On dirait que les gens, ils se font comme toute une histoire dans leur Oui. tête. L'accessibilité universelle, c'est d'enlever la notion d'inclusion, que la société soit inclusive pour tout le monde. Si on enlève, par exemple, on va prendre l'exemple des examens en ligne. Les examens en ligne ont fait en sorte que tout le monde y a accès. Fait que tu sois avec ou sans handicap, ça touche tout le monde. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle une société inclusive. Tout le monde est égal, avec ou sans handicap. Fait que ça, il n'y a pas de problème. C'est un bel exemple, ça, d'inclusivité. Fait que de cette façon-là, aucun problème. La société est accessible pour tout le monde. Fait que la personne n'a pas à demander un accommodement. Tu sais, c'est ça qui est l'inclusion. Pour moi, là. Puis je pense que ça devrait être comme ça. Par exemple, une rampe d'accès, ça devrait être une nécessité dans un nouveau bâtiment. Ben, c'est ça. Puis une rampe d'accès aux normes pour tout le monde. Ouais. Pas une rampe d'accès dans laquelle je peux pas tourner, là, parce qu'elle tourne en U, là. Puis c'est ça, puis je pense que le monde, tranquillement, on s'enligne pour aller plus vers ça, là, comme il y a un plan avec le gouvernement du Canada pour être accessible à tout le monde, je pense 2040. C'est ça. En 29 ans, j'ai vu plusieurs plans passer. J'ai hâte d'en voir un qui va aboutir. Oui. Mais en tant que société, il faut qu'on commence à penser, comme ça devrait être normalisé, de penser à l'accessibilité universelle parce que tout le monde peut se retrouver en situation de handicap. Là, ça nous touche tous. Alors... Du jour au lendemain. Ouais. Tu sais, moi, dans mon cas, le 22 juillet, là, aller jusqu'à 17h45, là, il n'y avait aucun problème. C'est à 18h que ma vie a basculé. Tu sais, on ne sait jamais, là. Aujourd'hui, tout va bien pour vous, là, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas le cas. Vous pouvez vous retrouver en situation de handicap, là. C'est pour n'importe qui. Fait que il ne faut pas attendre d'être rendu dans une situation comme ça pour penser à l'inclusivité. Il faut l'avoir tout le temps, là, l'inclusivité. Oui, exact. Puis partout. Si on la pensait avant, on n'aurait pas de problème après. Ben c'est ça, comme là, ils sont en train de mettre des ascenseurs dans le métro à Montréal. Oui, mais quel bel exemple. Et c'est le fun qu'ils le fassent, mais ça aurait dû être fait dès le début. Mais non, on n'a pas pensé à ça. C'est ça. Puis, on commence juste à penser à l'importance d'inclure tout le monde dans la société. Là, on parlait du marché du travail tantôt, on parlait des universités, des cégeps, des centres professionnels, c'est la même chose. Si on n'a pas besoin de demander d'accommodement, ça veut dire que la société est inclusive. Ouais. À partir du jour où moi je vais demander un accommodement, c'est parce que c'est pas inclusif. Fait que l'inclusion, pour moi, c'est ça une société qui est inclusive. C'est le jour où j'aurais plus besoin de demander d'accommodement. Tu sais, comme quand j'arrive ici au Resto Pub, j'arrive, je passe la rampe, puis j'ouvre la porte, j'entends dedans « Merci, bonjour ». Là. J'ai pas demandé « Ah ben là, avez-vous pensé à mettre une rampe d'accès pour que je puisse monter sur votre terrasse pour rentrer dans le resto? » À chaque fois que je réserve en quelque part, il faut que je pose la question « Est-ce que vous êtes accessible? » Ça, c'est toujours le problème. À un moment donné, ça m'est arrivé durant mon séjour à la TELUC de 2000 à 2005. J'ai siégé sur l'association étudiante puis sur le CA de l'université. Fait qu'une fin de semaine sur deux, j'allais me promener un peu partout au Québec. Fait qu'à un moment donné, je me suis ramassé, j'ai une fin de semaine à Québec, puis j'ai des rendez-vous toute la fin de semaine là, fait que je couche là. Fait que j'appelle à un hôtel, puis bon, est-ce que vous êtes accessible? Oui, pas de problème. Excellent, réserve la chambre. J'arrive là, j'étais avec mon père. On arrive, il y a une marche. Là, la personne, elle me dit, il n'y a pas de problème. On a 4 personnes pour vous aider. C'est parce que mon fauteuil et moi, on pèse 500 livres. Oh my God. Fait qu'il y a risque d'avoir blessure pour les personnes qui vont essayer de me lever. Puis on s'entend qu'il n'y a pas de prise sur un fauteuil motorisé. Fait qu'il a fallu que j'aille. Heureusement, j'ai trouvé une chambre ailleurs. Mais si j'avais été tombé dans une fin de semaine où il y avait eu un festival ou quelque chose, j'aurais pas rien pu louer à Québec. Là. Pour nos membres, là, la tournée qu'on fait des établissements, tu sais, le recensement, le projet avec l'UQAM qui a commencé, ça fait partie d'un grand projet qui est la tournée des établissements. On veut vraiment recenser tous les services puis toute l'accessibilité au sein de tous les établissements postsecondaires. Vous allez nous voir à un moment donné ou à un autre, là, arriver chez vous, puis on va aller visiter puis voir si c'est accessible et conforme. Là. Puis on va faire un listing de ça qu'on va pouvoir mettre sur notre nouveau site web pour que le monde soit en mesure de réaliser, OK, moi je vais étudier dans telle chose,
où je peux aller. L'idéal, c'est pensez-y avant, puis conformez-vous, tu sais, devenez accessible. J'ai pensé à quelque chose d'autre tantôt quand tu parlais de l'accessibilité, parce qu'on parle souvent, nous, à la CEPS, on a notre programme de bourse. Oui. Tu sais, parce que ça coûte cher d'être en situation de handicap. Il faut oui. Tu peux pas être en situation de handicap si t'es pas riche. Non. Mais, OK, excuse-moi, je fais une mauvaise blague, là. Non, mais, c'est bon, ça. Il faut rire, là. Moi, ça fait 29 ans que je ris de moi-même, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme le côté financier de la chose. On a notre programme de bourse, mais c'est juste pas assez. Si on est dans une société accessible, les coûts, les frais supplémentaires, ça devrait être payé par le gouvernement, ça devait être payé par tout le monde. C'est pas à la personne de se retrouver endettée parce qu'il ou elle est en situation de handicap. Puis ça, c'est un problème qu'on vit de plus en plus avec les handicaps émergents. Ah oui, exact, ouais. On a beaucoup de demandes là, présentement de nos membres pour le formulaire 1015 depuis qu'ils ont retiré la case « Autres » où les médecins ou les spécialistes pouvaient intégrer des diagnostics, par exemple, de TDAH ou de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Pour être précis, là, les abréviations, c'est pas tout le monde qui les comprend, là. Mais c'est ça. Il y a des problématiques, puis il y a des coûts liés à ça. C'est ça, les médicaments, des suivis avec des psychologues, se faire évaluer. Que pour les handicaps physiques. Ouais. Dans mon cas, moi, il faut que j'achète des bâtons buccaux. J'ai réussi à en faire payer, mais ça a pris comme 15 ans avant qu'ils réussissent à les payer. Ce bâton-là vaut 120 $. Ah oui. Les embouts que je mets dans ma bouche, je les change à tous les mois. C'est 24 $. Puis ça c'est pas subventionné. J'ai réussi à faire payer 4 bâtons. OK. Mais j'en prends 12 par année. Ah. Puis les embouts, on s'entend que je les change assez fréquemment. Je les ai toujours dans ma bouche. C'est ça, je dois les payer. Fait que, il y a trop des frais qui sont reliés. L'adaptation, le bureau électrique que j'ai à la maison, il a fallu que je le paye. Quand j'ai voulu retourner aux études, j'ai demandé à ce que ça soit payé. Mais l'AFE m'ont dit « tu as eu droit à un système, là, puis là, tu n'as plus le droit. Ce programme-là n'existe plus. » J'aurais étudié à l'Université d'Ottawa, puis j'y aurais eu droit. Au Québec, on n'y a pas droit. Ce programme-là n'existe plus. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui font en sorte qu'on a un gros problème, là. Oui, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer les choses. Ah oui, parce que les coûts viennent avec ça aussi. Oui. Tu sais, mes coûts de déplacement, là, heureusement, là, j'ai mon véhicule, mais j'ai été durant quelques années à ne pas avoir de véhicule, à utiliser le transport adapté. Quand tu dois te déplacer, par exemple, de chez nous, la Chute pour aller à Saint-Jérôme, à l'époque, c'était entre 120 et 140 $. Wow. Aller à Montréal pour une réunion, c'était entre 220 et 240 $. Dépendant à quel endroit à Montréal. Ouais. Fait que ça fait un trou dans le budget, ça, à la fin du mois. Il y a des mois où j'ai payé 900 $ de frais de déplacement. J'aimerais que la coop de taxi à la Chute, là, ils m'aiment en tabarouette. Quand j'appelais là, que j'avais un service. Wow. Fait que finalement, tout ça, parce que là, ça me coûte moins cher d'avoir mon propre véhicule. Mais c'est ça, il y a des coûts liés à ça. Oui, et je pense que les gens, ils réalisent pas ou on pense pas, puis on revient toujours à l'éducation. Ouais. Il faut en parler parce que c'est comme un vrai gros problème. La sensibilisation sur les finances. Ouais. Puis la précarité des personnes en situation de handicap, déjà là, à la base. Fait que rajoute des frais d'étudiants avec ça. Et le stress. Il y a quand même un coût lié aux études. Ouais. Tu as besoin d'un système, tu as besoin de, je pense pour quelqu'un qui a un déficit d'attention, qui a besoin d'appareils, quelqu'un qui a une dyslexie, qui a besoin d'un logiciel spécial ou d'un ordinateur spécial. Pour les non-voyants, les lecteurs d'écran. Il y a toutes sortes d'équipements comme ça qui coûtent cher. Ouais. Puis qui doivent... qui ont besoin, et ceux qui n'ont pas les moyens de les acheter doivent attendre ou se contenter d'une version moins performante. Fait que c'est là-dessus qu'on veut travailler. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Ouais, il ne manque pas de travail, en tout cas. On ne s'ennuie pas à la CEPS. Non, on ne s'ennuie pas. Mais là, si on parle de toi un petit peu,
Donc là, t'es rendu papy pour la deuxième fois. Oui. Récemment, je pense. Oui, ça fait à peine 2 mois. Ouais, ça va bien. Hein? Oh oui, Axel est un petit bébé en or. Ouais. Oui. Là, il ouvre les yeux. Ben, il a 2 mois, 3 mois. Là, donc, 2 mois. j'imagine, il te ouvre regarde. les yeux. Ouais. Oui, je vais le voir la semaine prochaine. Là. Ouais. Il vient faire un tour. Là, oui. Ouais. Ah, papy est complètement gaga. J'ai une petite fille qui s'appelle Florence qui a 7 ans. Mhm. Ça, c'est l'amour de ma vie. Puis Axel qui vient d'arriver, mon deuxième amour. J'ai vu Florence Oui. sur Teams quelques fois. Là. Elle nous a dit oui, coucou. elle vient dans les rencontres. Florence assiste aux rencontres. Oui. Oui, elle a son bureau à côté du mien. Oui. Ah, OK. Ça, puis là, on voit qu'elle a décoré ma table. Truc, là, ta table, pleine d'autocollants de Peppa Pig. Oui, puis bientôt, ça va être Axel quand il va grandir un peu, qui va continuer à les décorer. Mais le centre de réadaptation, le bouclier, sont supposés la changer là, pour qu'on puisse la mettre au goût d'Axel aussi. OK. Fait que je vais faire une portion Florence, une portion Axel. Donc, c'est l'équité chez vous, là. Et les petits-enfants, là, c'est... Pour moi, c'est important, l'équité, là, dans toutes les sphères de ma vie. C'est si bien. ça pouvait être la même chose dans les sphères de la société, ça irait bien. Hein? Oui. On espère un jour. Je pense pour finir, ben là, tu sais, je t'en parle souvent de mon stress de vie. Puis parfois je suis stressée en tout cas. Puis là, on se rappelle qu'il faut prendre soin de soi, prendre un moment, relaxer. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu fais après une grande journée de travail pour faire du self-care ou genre relaxer? J'ai découvert Audible. Oui. J'ai toujours aimé, moi, lire. Quand j'ai eu mon accident, je suis un amateur de romans policiers. OK. Je me faisais lire des Agatha Christie sur le bord de mon lit quand j'ai quand même été 3 mois et demi à l'hôpital, 101 jours pour être exact, alité. Ma mère ou mon frère me lisait des romans. Puis c'est quelque chose qui me relaxe. Ça. Fait que pour continuer ça, j'ai trouvé Audible, puis j'ai trouvé des romans d'Agatha Christie, d'autres romans. Là, présentement, là, je suis sur Ange et démon, puis le Code da Vinci. Fait que, il y a plein de livres comme ça. Pour moi, c'est pour relaxer, je fais ça. Ou j'aime bien aller me promener dans la nature. Ou c'est même vrai, là, on est comme à la chute. Pour moi, c'est la campagne. Oui, c'est ça. Je pars de chez moi. Je suis à 6 minutes de la rue principale. Je vais au parc Baron. Si je prends un véhicule, je suis à 10 minutes du barrage de Carillon. Je vais me promener aussi là-bas, le parc, la nature. On a la route verte. J'aime ça aller me promener puis voir la nature. Pour moi, là, j'ai besoin d'être au bord de l'eau. Fait comme on a la rivière des Outaouais qui n'est pas très loin. Oui, je te trouve chanceux souvent, parce que moi, j'aime ça aussi, être au bord de l'eau, mais j'habite trop au centre de Montréal. Encore cet été, je suis allé à quelques reprises avec ma mère. Là, on s'est installé sur le bord de l'eau, aller luncher, ça là, puis regarder les bateaux passer, sentir l'odeur de l'eau, là, puis juste se laisser aller là-dedans, puis rêvasser. Là, pour moi, c'est comme ça que je sors mon stress. J'ai un truc aussi. C'est quoi? Un truc spécial. J'ai droit à 5 minutes de burn-out par jour. OK, que tu te dis. Oui, que je me donne. OK. Oui, fait que ça m'évite d'en faire un grand. Quand je fais quand je viens que je suis overload, là, je prends le bord de ma chambre, puis là, j'avertis tout le monde autour. Là, pour 5 minutes, je suis en burn-out. Ça veut dire dérangez-moi pas. Là, je m'en vais dans ma chambre, tranquille, je laisse ça passer. J'évacue. Des fois, je peux lâcher un cri. Et là, après ça, là, c'est fini. On passe à autre chose. C'est une bonne chose. Je pense qu'il faut il faut se rappeler de prendre ces moments-là, on revient à soi-même. Parce que je pense on est trop pris dans qu'est-ce qu'il faut faire, le travail, les problèmes à régler, qu'on oublie qu'on est comme des êtres humains. Exactement. En train de vivre l'expérience humaine. Oui, profiter des moments présents. Profiter, c'est ça. Tu sais, profiter du moment présent parce qu'il ne revient pas. Ouais. Tu sais, souvent, je dis, quand je fais des conférences, le passé, on ne peut pas le changer. J'ai un passé assez rock'n'roll, puis ça, je ne peux pas le changer. Quand j'ai eu mon accident, j'ai été sur 101 jours, j'ai été
98 jours sur respirateur. Ah, wow. Fait que la seule personne avec qui je pouvais communiquer facilement, c'était moi-même. Fait que j'en ai profité pour faire une introspection. Je souhaiterais à tout le monde de prendre 98 jours comme ça, puis d'aller faire une retraite fermée, puis de se regarder à l'intérieur. Ce que j'ai trouvé, moi, je me suis dit, oh là là, j'ai beaucoup de choses à améliorer dans ma vie. Fait que ça m'a beaucoup aidé à apprécier le moment présent. Ouais. Fait que le passé, j'ai fait la paix avec mon passé. Le futur, je peux pas le... tu sais. Mais l'accident m'a appris que je savais pas ce qui se passerait 10 minutes plus tard. Fait que le seul moment sur lequel j'ai de l'emprise, c'est là, présentement. Alors, Stéphane, on voit, t'es quelqu'un, tu ris beaucoup. Oui. On rit beaucoup ensemble. C'est comme toi, tu te mets à rire, moi aussi. Et moi après aussi. Mais tu sais, t'as quand même... tu sais, t'as fait plein de choses dans la vie. T'es aux études, le milieu de travail. Est-ce que t'as déjà rencontré des difficultés ou comme c'était vraiment pas évident pour les surmonter ou tu t'es découragé? Ouais. C'est une bonne question, ça. Dans mon cas, je suis pas un bon exemple. Parce que souvent, le monde me demande, as-tu une phase où après l'accident, tu en as voulu à la vie ou tu t'es posé la question pourquoi moi ou moi j'ai pas eu cette phase-là. Ah ouais. Non, moi mon accident quand il est arrivé, je l'ai pris comme si c'était une deuxième chance dans la vie. OK. Grâce à mon introspection. OK. Mais j'ai rencontré plein de monde, soit au centre de réadaptation ou ailleurs par la suite dans mon parcours de vie, qui n'avaient pas la même vision que moi. Tu sais, que pour eux autres, là, leur accident ou leur maladie faisait en sorte que c'était la fin de leur vie. Là. OK. Ouais. Pour eux autres, c'était la fin du monde. Là, puis la seule chose qu'ils voyaient de possible, c'était de se laisser mourir. Là. Fait que moi, dans mon cas, ça n'a pas été un problème. Mais ma motivation vient de mon entourage. OK. Ma famille était là, mes amis étaient là. J'ai 4 copains qu'on se suit depuis qu'on est à la maternelle. Donc, tu as vraiment comme ta communauté, ta famille. Oui, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été une grosse motivation. Quand j'ai eu mon accident, Caroline, ma fille avait 3 ans et demi. Puis, je me suis remarié juste 5 semaines avant mon accident. Puis, 3 jours après, on a appris que ma deuxième femme était enceinte. Wow. Fait que ça a fait en sorte que, là, j'avais mes parents qui étaient là, mon frère, ma fille de 3 ans et demi, puis un petit nouveau qui était en production. À ce moment-là, je savais pas si c'était un gars, là, mais finalement, ça a été un gars. Fait que j'ai eu une motivation là, hors du commun. Puis mes chums m'ont suivi même pendant tout ce temps-là. Ils venaient à l'hôpital Sacré-Cœur 2 fois semaine, 2 soirs chacun. Fait qu'ils se séparaient les soirs. Okay. Puis après, au centre de réadaptation. Puis quand je suis revenu en société, il y en a un qui venait faire mon gazon puis mes petites choses tous les samedis. Fait que, tu sais, j'ai eu cette opportunité-là. Mais c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai créé une fondation en 98 qui a été là jusqu'en 2013 pour donner un coup de main aux personnes qui n'avaient pas eu la chance que moi j'ai eue d'être bien entouré comme ça. Mais c'est ça, c'est pas évident tout le temps. À chaque matin que je me lève, il faut que je me batte le derrière. OK. Tu sais, c'est sûr que oui, je suis toujours souriant, oui, je suis toujours de bonne humeur. Mais c'est parce que je me batte le derrière. Parce qu'il y a des matins où ça serait bien plus facile de dire « Hey, je reste couché, puis au yab la job, au yab les études, je fais rien. » Mais moi, j'ai décidé d'agir ma vie plutôt que de la subir. Fait que quand on décide d'agir sur sa vie, c'est là qu'on va chercher des choses positives. Quand on la subit, on s'amasse dans une spirale négative. Puis ça, là, j'en ai même vu un qu'en 3 mois, il s'est tellement laissé aller qu'il est décédé. Ça a été marquant, ça. Autant pour moi que pour ma famille, parce qu'on était ensemble en réadaptation, puis j'essayais de le motiver, tu sais, regarde, t'as quand même ta mère qui est là, qui vient te voir, t'as du monde autour, t'as des amis, mais lui, il a jamais vu ce qu'il avait. Il a focusé sur ce qu'il avait perdu. Moi, j'ai focusé sur ce qui me restait. Ce que j'ai perdu, je l'ai perdu. Tu sais, j'étais un gars qui a fait de l'haltérophilie. J'ai été médaillé d'or aux Jeux du Québec en 80. Mais moi, ça a été, bon, OK, l'accident est arrivé, là, c'est sûr que je ferai plus ce que je faisais avant, là. J'irai plus au gym pour faire du haltère, là. On va oublier ça. On va faire travailler le cerveau à la place. Tu fais du gym dans ton cerveau. C'est ça. Ah, c'est pour ça que je suis toujours de bonne humeur.
Mais c'est ça. Il faut que je me botte le derrière à tous les matins. Trouves-tu que comme tu es tellement habitué de penser de cette façon-là que c'est ça? Tu comme plus à penser de pensée positive? C'est ça, non. Ça se fait tout seul. OK. Même les pires situations qui arrivent dans ma vie, je les vis de façon positive. OK. Parce que je sais qu'en quelque part, ça va ressortir positivement. Ben merci Stéphane pour l'entrevue. Je pense qu'on va terminer ça là. Oui. Je suis vraiment contente qu'enfin on a débuté ce projet. Et que alors, on verra pour la suite. Oui. Puis, c'est ça. Suivez-nous. Vous allez en voir plein. Félicité. Plein d'idées. Oui, ça me manque pas des idées, là. On a plein de sujets à vous proposer qui vont être très intéressants. Ouais. À la prochaine! Oh, oui!